Oui, messieurs, dames, cette critique est très particulière puisque ce n'est pas uniquement la fin de Jurassic World, de la saga Jurassic World, de la trilogie Jurassic World, mais aussi, apparemment, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, de la saga Jurassic Park. Saga qui, vous le savez, me tient énormément à cœur. Cette vidéo est très particulière puisque, petite piqûre de rappel, il se trouve qu'en 2015, la chaîne YouTube commençait avec ça. Je sens que ça va être très compliqué. Très compliqué. En 2018, alors que j'étais peut-être sur mes plus belles années sur YouTube, je revenais notamment d'Atlanta, elle se continuait avec ça. Non, c'est dingue, vous êtes devenu fou, il est devenu complètement fou. Je sais vraiment pas pourquoi je fais ça, ça rend moins bien qu'avec le Goldblum. Et après les critiques de Jurassic World et Jurassic World Fallen Kingdom, il était temps d'enfin boucler la boucle avec Jurassic World, le monde d'après Dominion. Vous l'aurez donc compris, je l'ai dit depuis un moment, cette critique est la dernière critique Valou paye ton cinoche de l'histoire de la chaîne, et je peux vous dire que j'aurais tellement aimé vous dire que le film est réussi, mais même si malgré tout j'en sors extrêmement déçu, il y a bien un truc que je suis capable de reconnaître aujourd'hui, c'est que c'est cette saga, c'est l'amour que j'ai pour Jurassic Park et Jurassic World qui m'a lancé sur YouTube, c'est cette franchise, c'est cette licence, c'est toute l'attente que j'avais du premier Jurassic World qui m'a fait vraiment aller sur YouTube, parler cinéma avec vous, essayer d'échanger, de vous apprendre des trucs, parce que pour moi c'est le plus important, alors que j'ai aimé ou non finalement sa conclusion, la seule chose que j'ai envie de dire à vous comme à la saga, c'est merci. Le dinosaure et l'homme, deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution, viennent tout à coup de se retrouver face à face. Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée de ce qui va se passer ? Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique, la dernière de la chaîne consacrée à Jurassic World Dominion, ou le monde d'après en français. Je suis toujours pas convaincu de ce nom, hein, ça c'est terrible. La conclusion, non seulement comme je le disais, de la trilogie Jurassic World, mais techniquement de la saga Jurassic Park, en tout cas ça a été vendu comme ça par Trevorrow depuis des années. Les promesses d'un retour en grande pompe du casting original à Sam Neill, Jeff Goldblum et Laura Dern, mais aussi d'une intense utilisation d'animatronics et d'une envie finalement de retour aux sources pour l'auteur. Et alors effectivement, vous n'êtes pas sans connaître l'amour indéniable que j'ai pour cette saga. C'est une saga qui m'a fait grandir, c'est une saga qui m'a fait aimer le monde du 7e art, le monde du cinéma, qui m'a fait évoluer avec le temps. Je suis un immense défenseur de Jurassic World et Fallen Kingdom. Ce qui sera d'ailleurs intéressant, c'est que même scénaristiquement, j'ai toujours trouvé que Jurassic World et surtout Fallen Kingdom étaient brillants, étaient exactement la même continuité que Jurassic Park et avaient une vraie légitimité. Mais c'était quand même important d'être souligné puisque je ne fais pas partie de ceux qui n'avaient pas aimé Fallen Kingdom et qui attendaient un étron. Je fais vraiment partie de ceux qui défendaient la saga corps et âme, j'en ai fait moult vidéos. J'étais particulièrement content de savoir que lors de sa sortie, par exemple, en Corée du Sud, puisque j'avais relativement peur quand même que le public soit aux abonnés absents pour cet opus, a su au contraire être au rendez-vous, notamment dans sa première en Corée, puisque je crois qu'avec 715 000 entrées, rien que sur sa première soirée, c'est devenu le deuxième plus gros démarrage de l'histoire de la Corée du Sud, derrière Avengers Endgame, et c'est le plus gros démarrage de 2022, qui sort à un stade où effectivement Top Gun est en train de défrayer la chronique à juste titre, puisque si vous ne l'avez pas vu, ce film est absolument extraordinaire, il faut aller le voir. Il sort quelque peu après Top Gun, donc ça aurait pu être un petit peu compliqué. Les premiers retours sont malheureusement assez dithyrambiques, et la plupart du temps vers le négatif, hein, ça va de la déception à la catastrophe, et je ne vous cache pas que je suis malheureusement du côté de la déception. Je suis ressorti notamment du Marathon du Grand Rex, grandement déçu de mon premier visionnage, et c'est justement là que la critique sera peut-être intéressante. Avec le recul, je me suis rendu compte que je n'avais pas été déçu parce que j'avais trop d'attentes. C'est la grande distinction, ce n'est pas les attentes le problème, c'est tout le potentiel que nous offrait Trevorrow après Fallen Kingdom. Et malheureusement, il se trouve que Jurassic World, le monde d'après Dominion, ne répond absolument pas à tout le potentiel que lui-même avait écrit dans Fallen Kingdom, à tout le potentiel extraordinaire qui se dessinait après Jurassic World et après Fallen Kingdom en termes d'écriture, et qu'effectivement, en termes d'ambiance, de mise en scène et de réalisation, n'est pas Juan Antonio Bayona qui veut. J'ai trouvé malheureusement que c'était un film assez feignant, assez pauvre, particulièrement terne à quelques séquences près. Jurassic World Dominion en 3 points. C'est maintenant. Un bébé raptor ? J'ai promis de la ramener à sa mère. Vous avez fait une promesse à un dinosaure. Oui.
Pourquoi? On va donc diviser cette critique en 3 parties avec effectivement tout l'enjeu narratif, l'histoire, le scénario, cette conclusion Jurassic World le monde d'après qui malheureusement n'est pas à la hauteur de toutes les promesses que nous offrait la saga, puis on ira sur la réalisation, tout ce qui va être aussi animatronics et film dans sa cinématographie la plus pure, et vers la fin on arrivera effectivement du côté des personnages. Ce sera une critique avec spoiler, puisque pour être capable de tout manœuvrer dans l'œuvre, je vais être obligé de spoiler, donc je préfère le dire tout de suite. Si vous n'avez pas encore vu le film, vous avez en 3 minutes un avis très succinct de ce que je pense, mais revenez effectivement après l'avoir vu, puisque ça reste la conclusion Jurassic World. Je serai jamais la personne qui vous dira ne va pas le voir, ça vaut pas le coup. Fallen Kingdom nous laissait avec l'espoir d'un monde entièrement maintenant en coexistence avec les dinosaures, avec une menace qui est réelle, avec tous les dires de Ian Malcolm qui nous guidaient justement vers l'aube d'une ère jurassique. On a eu par la suite le court-métrage Battle at Big Rock qui nous montrait un petit peu l'envers du décor de toute cette passation de pouvoir entre l'homme et les dinosaures, avec possiblement des combats entre Allosaur et Nasutoceratops, justement face à des campeurs, etc., dans des segments et dans des situations très réalistes pour montrer un petit peu la peur et les dangers que ce monde jurassique finirait par apporter s'il toquait à notre porte. On a eu ensuite le prologue, et Dieu sait que ça, on va en reparler du prologue. On avait donc effectivement le prologue qui, au-delà de son existence d'il y a 65 millions d'années, nous montrait effectivement des bribes de ce qui se passe avec le tyrannosaure dans un drive-in, énormément de segments avec Dino Tracker, avec des faux sites viraux qui nous montraient comment survivre face aux dinosaures, qui nous montraient l'envers du décor de tous les dinosaures qui sont maintenant sur la planète, etc. C'était un potentiel énorme, et je pense que c'était peut-être ce qui était le plus intéressant à voir, comment le monde a réussi à gérer non pas cette invasion, mais cette coexistence avec les dinosaures depuis plus de 4 ans. Et c'est l'immense échec, malheureusement je trouve, de Jurassic World Dominion, c'est qu'au détriment d'une autre histoire que j'ai trouvée extrêmement étrange, particulièrement malvenue et parfois très maladroite et incohérente, les sauterelles, Maisie, on va y revenir, eh bien le summum en fait de ce que pouvait prôner le scénario de Colin Trevorrow dans les épisodes précédents n'est malheureusement pas au rendez-vous. Si on va voir Jurassic World Dominion, effectivement c'était pour répondre à cette question. Comment coexister avec les dinosaures, et surtout quelles seront les conséquences de cette coexistence avec les dinosaures? Est-ce que la cohabitation avec ces créatures va être justement responsable de notre perte, etc. Il y avait un potentiel extraordinaire, mais vraiment extraordinaire autour de cette franchise qui n'est que très peu développé au sein de Jurassic World Dominion, et je vais vous dire quelque chose, je l'ai senti venir, et en l'ayant vu maintenant plusieurs fois très rapidement, notamment par la séquence d'introduction que j'ai trouvé extrêmement cutée, extrêmement hachurée, où au final quand un film ne te donne pas des extraits inédits de ce que peut être justement le monde avec des dinosaures, mais bien les mêmes rushs qu'il y avait à la fin de Battle at Big Rock, c'est-à-dire des ptéranodons qui vont sévir lors d'un mariage, des compis qui courent après une petite, tous les segments finalement qu'on avait vus à la fin du générique de Battle at Big Rock, à partir du moment où un film commence avec des rushs déjà existants de ses précédents volets, etc., ça n'annonce rien de bon. Alors je ne dis pas que c'est un mal dans d'autres longs métrages, mais là, montrer de la créativité et de la nouveauté, c'était précisément le socle de tout le potentiel de Dominion, et il est vrai que, à partir de ce moment-là, j'ai commencé déjà à me poser des questions sur où est-ce que le film va vraiment nous emmener narrativement? Est-ce qu'ils vont être capables de répondre à cette question? Et malheureusement, entre diverses incohérences, entre beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées, alors ça, on va y revenir tout de suite, puisque je peux en parler maintenant, il y a énormément de rumeurs qui parlent d'une version longue, possiblement une version longue de l'œuvre qui sortirait, une espèce de director's cut, une extended cut. Bon, c'est très à la mode aujourd'hui de sortir un film et puis ensuite d'en sortir une autre avec 30 ou 45 minutes de plus pour raconter un petit peu l'histoire. Là-dessus, vous savez très bien ce que j'en pense. Si vous avez 30 minutes nécessaires à l'œuvre, battez-vous avec les studios pour les rajouter au montage original et pas à une cut ensuite. La vision de l'auteur, ça doit toujours primer sur le reste. Le fait est que là, c'est même pas le problème, puisqu'il y a tout un pan de l'histoire narrative de Jurassic World Dominion qui pour moi n'est pas utile, qui prend justement déjà beaucoup d'espace sur la véritable question qu'il fallait répondre. Comment cohabiter avec les dinosaures et comment faire en sorte de gérer cette cohabitation, même si ça doit conduire à notre perte. Tout ce que le spectateur avait envie de voir, et là je parle pas d'attente, je parle vraiment de potentiel filmique, il n'est malheureusement que trop peu présent. Et j'aurais largement préféré qu'on retire l'arc concernant les sauterelles et qu'on le remplace directement par des séquences intéressantes, voire même par le prologue, qui était juste indispensable pour comprendre certaines phases du film, plutôt que d'avoir les promesses d'une version longue plus tard, ce que même Trevorrow a discuté récemment. Cohabiter avec les dinosaures, ça se résume principalement pour moi à 2 ou 3 séquences, c'est-à-dire toute la scène d'introduction, on va voir effectivement le braconnage autour de Blue, autour de Beta, autour de certains plans qui sont particulièrement efficaces avec
Chris Pratt qui va chasser les Parasaurolophus. J'aime beaucoup l'utilisation des décors très dépaysants de la Sierra Nevada pour les Parasaurolophus. Trevorrow a une plutôt bonne gestion du grand angle lors de cette scène par exemple, avec vraiment ce que j'appellerais des faits de vie narratifs, c'est-à-dire des choses où à un moment donné on se rend compte que cette situation pourrait être réelle. Le réalisme au sein de cette œuvre, notamment vis-à-vis du gigantisme aussi de ces créatures, ça aurait pu être en termes de réalisation et surtout de narration quelque chose d'extrêmement intéressant. Et ça tient principalement que sur son introduction, et surtout ce qui concerne les séquences à Malte. On y reviendra aussi dans la réal, puisque je trouve que là, c'est vraiment le point fort de Colin Trevorrow. Toutes les séquences autour de Malte sont particulièrement intéressantes, puisque le marché noir de dinosaures, toutes les plaques tournantes autour de dinosaures, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, les dinosaures traversent le monde. Il y a même des pilotes qui sont payés pour livrer des dinosaures d'un point A à un point B, et où on voit justement toute l'humanité qui est contrainte de vivre avec ça, mais qui surtout en abuse, et n'hésite pas à provoquer la nature, etc., lui faire du mal avant que ça se retourne contre elle. C'est typiquement ça qu'offraient les promesses d'un nouveau monde, avec de nombreux combats de dinosaures, avec de la revente de dinosaures. Il y a notamment aussi une séquence, peut-être de la traite de Nasutoceratops ou de Triceratops, ou en tout cas de dinosaures de ce style, qui sont enfermés, etc., et que Claire et son équipe vont tenter de libérer. D'ailleurs, c'était une scène où je pensais que ce serait du stock car. Au final, non, c'est simplement peut-être des braconniers ou alors des firmes qui utilisent des dinosaures à de mauvais desseins, mais malheureusement, ce penchant de qu'est-ce que le monde d'après, justement, puisque c'est ça le plus important, qu'est-ce que le monde d'après, n'est étudié qu'en deuxième plan de l'histoire. Et je trouve ça extrêmement dommage, puisque c'était le potentiel atypique, le grand potentiel narratif de cette œuvre, et c'était exactement ce que prônait Jeff Goldblum dès le premier Jurassic Park, de vendre les dinosaures, etc. Ce système de marché noir, sans prendre conscience de toutes les conséquences que ça aurait pu emmener. Où sont les véritables dangers dinosaures ? Où sont les scènes marquantes en ville? Quid du quotidien du monde avec les dinosaures? À l'exception de quelques-uns ramenés chez Biosyn, quelles actions furent mises en place? Comment les peuples cohabitent-ils avec les dinosaures? Autant de moments cultes n'ayant finalement qu'à peine peut-être 2-3 plans pour exister, c'est trop peu. C'était un potentiel absolument brillant qui, non seulement n'est pas très étudié dans l'œuvre, mais qui n'est surtout pas résolu. Et c'est là où, vraiment, notamment à la fin du long-métrage, on y va avec les spoils, puisque je l'ai dit, hein, j'ai été particulièrement déçu. On nous laisse avec Fallen Kingdom en nous disant « Il y a des dinosaures dans le monde, on court probablement à notre perte, il va falloir apprendre à coexister, et techniquement ce sera impossible. » Fallen Kingdom était une fin très pessimiste. Et on arrive finalement à la fin de Jurassic World, le monde d'après, en se disant « Ben, finalement, on va apprendre à coexister, parce que le plus important, c'est de coexister. » Bah, belle évolution en tout cas, hein. C'est vrai que là du coup on est vachement plus avancé sur l'idée. C'est un happy ending avec notamment des séquences que j'ai trouvées lunaires. Alan Grant qui va regarder une petite fille en train de nourrir un Moro intrepidus, c'est déjà pas très crédible parce que le Moro il a beau être tout petit, je pense qu'il peut l'attaquer à la jugulaire tout de suite en disant « Oh dis donc, je ne m'y ferai jamais à voir ces créatures avec nous ». C'est très happy ending, c'est très larmoyant, mais c'est surtout extrêmement faible. J'ai trouvé le film dans sa narration très pauvre, terminé sur peut-être des stock shots ou des images d'archives de chevaux, d'éléphants, voilà, qui vont marcher avec les Nasutoceratops pour montrer que les dinosaures sont partout, avec la fin du complexe de Biosyn qui devient finalement un havre de paix pour dinosaures. Ça c'est pareil, mais je trouve clairement que c'était la fin la moins originale et la moins prise de risque possible, et l'absence totale de prise de risque dans le film se ressent vraiment malheureusement beaucoup trop. À la limite sur Isla Sorna, ça aurait eu un peu plus de nostalgie, mais ce serait revenu au même, feignant. Avec le T-Rex qui n'a aucun moment marquant, ça aussi c'est vraiment dommage, mais l'iconisation des dinosaures n'est à aucun moment existant dans cette œuvre. Mention spéciale au Giganotosaure qui n'est, mais alors à aucun moment sublimé ou magnifié. Ce n'est même pas une menace imposante alors qu'on en faisait le grand prédateur de cet opus. À côté, le Spinosaure c'est une merveille, hein, clairement. Le manque du prologue joue aussi évidemment, mais la plupart de ces scènes sont attendues et en aucun cas grandioses, c'est tragique. Après Bayona et même après ce qu'avait fait Trevorrow sur Jurassic World, le premier du nom, c'est quand même assez terrible. Je trouve que d'un point de vue narratif, il n'y a vraiment rien. Et finalement, s'il n'y a rien, c'est au profit de quoi? Eh bah d'une toute autre histoire qui va se mettre en place, où Biosyn, et alors ça je m'y attendais un petit peu, mais d'un autre côté, le spectateur à aucun moment ne sait vraiment ce qu'est Biosyn. C'est un film où il manque effectivement une multitude de séquences pour qu'on comprenne littéralement où veut en venir Trevorrow. Puisque Biosyn, c'est une firme, pour ceux qui ne le savent pas, qui est une firme concurrente d'InGen depuis déjà très longtemps, pour laquelle bossait Lewis Dodson, qui était là effectivement dans le premier opus, hein, on revoit le Barbasol, donc cette espèce de mousse à raser dans laquelle il a voulu mettre les premiers échantillons. C'est une firme effectivement concurrente d'InGen qui voulait travailler sur la génétique et qui là continue de travailler dessus, mais tout le background autour de Biosyn, autour de Dodson, etc. n'est pas étudié. C'est un peu, tiens, prends,
On considère que t'es allé sur Wikipédia et que t'as vu le peu d'univers étendu qu'on a été capable de mettre dans le lore. Si tu le connais pas, c'est pas grave, t'as juste à te dire que c'est une firme qui est méchante. Je trouve que c'est extrêmement faible. Tout ce qui est autour de Lewis Dodson est de toute façon extrêmement faible. Je rappelle quand même que Dodson est l'antagoniste principal des 2 romans de Michael Crichton, hein, donc ça fait quand même bien mal au cul. Mais le point de détail le plus important là-dedans, c'est que Biosyn, finalement, est une firme qui travaille sur des sauterelles recomposer du Crétacé pour aller manger, finalement, toutes les cultures dans le monde, sauf les cultures sponsorisées Biosyn, afin que Biosyn s'en mette plein les fouilles. Et alors là-dessus, il y a 2 salles, 2 ambiances. Le point positif, c'est que Jeff Goldblum dans Fallen Kingdom l'avait dit, on va pas s'arrêter à la extinction des dinosaures, il y a aussi tout cet environnement écologique. Toute cette narration, et le film l'est énormément, hein. C'est un film très écolo, sur non seulement l'apprendre à vivre ensemble, mais aussi sur les déboires, finalement, de l'écologie aujourd'hui. C'est vrai que c'est aller au-delà de la extinction des dinosaures, avec aussi des politiques mégalomaniaques, et avec des gens qui vont faire en sorte d'avoir l'appât du gain à outrance. On est typiquement dans ce que disait Jeff Goldblum à la fin de Fallen Kingdom. Cette séquence avec les sauterelles, et cette idée d'un Biosyn qui aussi récupérerait ça, pour faire en sorte que uniquement leurs récoltes servent à leurs propres besoins financiers, c'est plutôt bien vu. Si ça dure l'espace d'une séquence uniquement, à la rigueur pour introduire les anciens, parce qu'on se rend bien compte d'un truc finalement, c'est que malheureusement, en tant que conclusion de Jurassic World, trilogie originale c'est déjà complètement loupé pour les raisons que je vous ai transmises, mais même en tant que saga Jurassic Park, si déjà ça n'arrive pas à être une bonne conclusion pour les 3 derniers, ça ne pourra jamais être une bonne conclusion pour les 6. Pourquoi? Parce que tout l'arc autour des anciens n'est pas intéressant, demeure le gros point faible narratif du film, n'embellit pas leurs personnages et n'est qu'un faire-valoir pour ce syndrome Avengers que je craignais quand même énormément. Et le retour des anciens n'est là uniquement que par cette trame narrative, puisqu'Ellie, qui est paléobotaniste et qui travaille justement sur les problèmes de sauterelles, va ensuite demander à Alan Grant, etc., des conseils. Enfin, vous avez vu le film, ensuite ils vont être là avec une taupe, Ian Malcolm, etc., du côté de Biosyn, et c'est malheureusement trop peu expliqué. C'est vraiment pas loin du ta gueule, c'est magique par moment, et on nous laisse avec, voilà, toutes ces informations trop grandes et vraiment trop délicates pour être ingurgitées en un seul film, mais aussi vraiment pas nécessaire par rapport à l'impact et ce que le film méritait d'être vraiment au fond de lui. Cette cohabitation avec des dinosaures, des séquences à perte de vue avec des dinosaures dans les villes. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que malheureusement, on voit ce qu'a donné le scénario, alors que pourtant, il y avait des jeux concours avec notamment Chris Pratt et Jeff Goldblum qui avaient demandé aux gens de leur donner leur théorie, voilà, sur quelle serait la fin idéale de Jurassic World. Je vous laisse avec cette vidéo. Lock themselves in sanctuary cities or islands and live with the most docile dinosaurs and leave the predators on the other side of the fence. The tables have turned. Humans are locked up and the dinosaurs run free. Are we supposed to tell them they're wrong now or do we wait? Whether they're right or wrong. Listen, all I want to say is send me your email address because that's a good theory. Et c'est là que c'est hyper dommage de se dire que la théorie montrée en vidéo est meilleure que ce qui s'est passé dans le film. Cet happy ending larmoyant, sans iconisation, sans aucune mort marquante, sans véritablement d'idéologie à part entière, si ce n'est une cohabitation qui était déjà le cas dans le 2e volet, qui donne l'impression au spectateur que rien n'a particulièrement avancé, je trouve que c'est extrêmement dommage, c'est particulièrement feignant, et c'est même, à certains moments, incohérent, et vraiment, vraiment limite. Et là, on va retourner justement aux sauterelles, puisque, effectivement, pour que cette menace des sauterelles, puisque malheureusement c'est la menace principale du film, puisse être annihilée, il faut récupérer Maisie et Blue, qui ont en elles, justement, des espèces de codes génétiques, ou en tout cas de modifications qui pourraient permettre d'annihiler cette menace des sauterelles. Et on apprend au sein du film que non, ce n'est pas Benjamin Lockwood qui a cloné sa petite fille, qui était censée être morte gamine, hein, donc finalement le scénario a été redéveloppé, qui avait recloné sa fille, c'est bien sa mère elle-même qui a, par un procédé génétique, travaillé ça. On apprend qu'elle était notamment sur Sorna, etc. Donc non seulement on n'est absolument pas raccord avec Fallen Kingdom, mais surtout par rapport à ce code-là, ce système-là, on va beaucoup trop loin. Biosyn qui veut étudier l'ADN et les génomes pour des produits pharmaceutiques, etc., pour sauver le monde, les cancers, c'est du vu et revu. On parle carrément d'amélioration dans l'ADN par Charlotte Lockwood, ça n'a aucun sens, c'est too much, et ça entache la proposition de Fallen Kingdom, à la fois glauque mais poétique, d'un Lockwood qui avait perdu sa fille, quitte à perdre le spectateur, et encore une fois dans des choses malheureusement qui ne sont absolument pas nécessaires par rapport à ce que le film aurait pu être, et aussi de nombreuses incohérences, ou en tout cas si ce n'est pas des incohérences, des non-dits qui sont hyper
dramatique pour le scénario. Je vous prends un cas très simple. Dès le début du film, on voit à New York des Quetzalcoatlus. Le seul problème, c'est qu'à aucun moment, on ne sait qui a créé ces Quetzals. On ne sait pas si c'est Biosyn qui les revend peut-être pour se faire de l'oseille, puisqu'il y en a dans leur complexe. On ne sait pas si c'est d'autres acheteurs, comme le craignant Henry Wu dans Fallen Kingdom, qui ont été capables de créer ces Quetzals. On ne sait pas pourquoi ils sont à New York. C'est la même chose pour les Atrociraptors. On sait qu'ils sont en cargaison et qu'on doit les emmener d'un point A à un point B, mais on ne sait pas pour qui, on ne sait pas pourquoi. Ça part vraiment dans tous les sens, et ce n'est pas une conclusion. On a ce goût largement d'inachevé. On a un goût d'inachevé qui est terrible, puisque moi, vous le savez, Colin Trevorrow, je croyais en lui. C'est quelqu'un qui a écrit, justement, toute sa narration dès l'origine en pensant Jurassic World comme une trilogie, qui avait déjà toutes les idées de sa trilogie. Il a même dit... Ce qui est quand même fort, parce qu'on voit ce que ça a donné derrière en lapsus révélateur. Il a affirmé récemment qu'il s'était servi de toutes les épreuves qu'il avait eues quand il devait réaliser Star Wars 9 pour mieux essayer de gérer la fin de Dominion. Il a même ramené des gens qui étaient censés bosser avec lui sur Star Wars 9 dans Dominion pour continuer à travailler avec eux, puisqu'il avait une vision d'ensemble qui était proche de la leur. Quand on voit le résultat, malheureusement, en termes de narration, c'est loupé. Et c'est ce qui m'a extrêmement frustré, puisque si le film n'est pas une purge ou une catastrophe, comme tout le monde veut le dire, c'est excessivement décevant. C'est particulièrement frustrant, c'est feignant, ce n'est absolument pas iconique. En termes de conclusion de saga, c'est malheureusement loupé. En termes de conclusion de trilogie, c'est encore pire. Un bébé raptor? J'ai promis de la ramener à sa mère. Vous avez fait une promesse à un dinosaure. Ouais. Pourquoi? On va maintenant arriver à la réalisation. Et globalement, je vais vous dire à peu près la même chose. Les meilleures séquences sont celles à Malte, effectivement, puisque là, on voit que Colin Trevorrow est quand même un réalisateur qui sait manier une caméra, notamment dans des séquences dans lesquelles on ne l'attendait pas, c'est-à-dire l'actionneur ou le style un petit peu Mission Impossible, rapide, puissant, avec un montage particulièrement dynamique. On voit qu'il est capable, sur certains plans, de faire en sorte que ça fourmille de détails d'absolument partout. C'est vrai que quand on est à Malte, on a des dinosaures, notamment en animatronique, que j'ai trouvé très satisfaisant, les Stygimolochs, etc. Enfin, ça fourmille de détails absolument partout, ce qui nous permet, nous, de vraiment... d'autant plus prendre conscience que ce monde avec les dinosaures existe, c'est ça qui est catastrophique, c'est que ce soit qu'une seule scène, d'autant plus que la gestion du cadre, de la profondeur de champ et des détails au deuxième, voire même troisième échelle de plan sont vraiment impressionnantes. Et puis, vraiment, on a cette âme à la Mission Impossible, à la James Bond, du vrai film d'action, du vrai film d'espionnage, de l'actionneur dans une course-poursuite qui est extraordinaire. C'est vrai que cette scène-là est particulièrement plaisante, puisqu'elle oscille parfaitement entre une photographie relativement soignée. Là, pour le coup, le fait que Jurassic World ne se déroule plus sur une île, mais sur le continent, on en joue véritablement, encore une fois, avec une multitude de détails. Les rues très étroites, etc., où des gens sont en motocyclette ou en trottinette en train de se faire bouffer partout, les carnotaures, les allosaures qui se... Voilà, ça, c'est vraiment ce que le film méritait d'être. Une réalisation dynamique, recherché, efficace, qui est là dans cette séquence, qui par moments aussi doit être contemplative et poétique, c'est les 20 premières minutes du film, notamment via le fait de vie de Blue et Beta, très contemplatif et presque apaisant, la réalisation se met au service de la nature et de la vie ayant repris ses droits. Les Parasaurolophus qui sont en train de courir avec Chris Pratt, où là on sent une âme particulièrement poétique, le regard de Maisie, ça c'est très Spielbergien, d'ailleurs toute la première partie, même au niveau de la pellicule et du grain du film, c'est un petit peu vieilli, juste histoire de faire comprendre qu'on retourne un petit peu dans une espèce de réalisation à l'ancienne, très Spielbergienne, peut-être trop par moment, puisque Trevorrow, je commence un petit peu à connaître l'animal, Jurassic World et Dominion, c'est du Spielberg dans le texte, Battle at Big Rock, c'était du Bayona dans le texte, hein, parce qu'il aime beaucoup s'inspirer, je pense, mais enfin, globalement, à chaque fois qu'il y a un grand réalisateur, Trevorrow derrière, il essaie de faire un petit peu la même chose, en moins bien, mais il essaie de faire un peu la même chose. Il n'empêche que sur ces séquences-là, ça marchait particulièrement bien. Je parlais de gigantisme et de contemplatif tout à l'heure, c'est exactement ça avec ces décors enneigés, la dureté d'un monde en évolution, en particulier quand on pense aux apatosaures, et c'est tout. C'est malheureusement tout, puisque derrière, au niveau de la réalisation, dès qu'on arrive à Biosyn, on enchaîne un montage brouillon, capillotracté au possible, où globalement, et ça c'est terrible, si vous avez vu les bandes annonces, vous avez vu pratiquement tout le film, je pense notamment au Pyroraptor où à un plan près, vous avez vu l'intégralité des séquences avec le Pyroraptor. Si vous avez vu les deux bandes annonces, ce qui est catastrophique, Pyroraptor qui, à l'instar des 3/4 des nouveaux dinosaures, n'a d'ailleurs aucun intérêt filmique, aucun intérêt narratif et n'est même pas présenté, c'est assez triste. Et c'est un enchaînement de... On arrive dans le complexe de Biosyn, les personnages sont dispersés, un personnage, une attaque de dinosaures. Un personnage, une attaque de dinosaures. Un personnage, une attaque de dinosaures. Pyroraptor, Therizinosaure, Giganotosaure, etc. Tac, 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 Dilophosaure, tac, tac, tac. Au-delà d'être souvent brouillon et maladroit dans le positionnement de sa caméra, là aussi, il n'y a strictement aucune originalité ou prise de risque dans le montage et la réalisation du film, et c'est affolant après la Maestria Bayona, où chaque plan était réfléchi et semblait culte. On s'attend à tout, vraiment, il y a
aucune surprise dans ce film, ne serait-ce que même dans la prestation des dinosaures ou dans l'importance qu'on va leur accorder. Musicalement, déjà, Michael Giacchino se repose beaucoup sur les lauriers de ce qu'il avait déjà fait. À part les thèmes de Malte, il n'y a aucun thème marquant, ce qui est catastrophique quand on sait que sur Fallen Kingdom et sur Jurassic World, les thèmes étaient extraordinaires. Fallen Kingdom, le thème de l'Indoraptor, ou Nine to Survival Job, qui était le thème final de Jurassic World, c'est des thèmes qui marquent et qui restent en tête, peu importe ce que les haters pourront dire. Là, c'est vrai qu'il n'y a rien, et en réalisation, c'est terne. Pas de moment marquant. Pas de réalisation iconique. Allez, il y a peut-être un plan en semi-plan séquence parce qu'il dure pas longtemps où Claire se fait éjecter d'un avion après une attaque de Quetzal, mais globalement, ça dure très peu de temps, donc ça n'a rien non plus de Top Gun. Enfin, voilà, pour dire ça comme ça, je veux dire, on est très loin de quelque chose qui va te couper le souffle. La photographie est très terne aussi. C'est vrai que globalement, si à la rigueur on avait eu un scénario comme j'essayais de l'expliquer, on aurait pu se dire, bon ok, la réal, etc., c'est pas du Bayona, mais derrière ça fait tellement le travail sur ce qu'on voulait attendre que d'accord. Mais là déjà que le scénario suit pas, la réalisation, il y a peut-être 4 ou 5 plans qui globalement, alors soit sont des stop motion, donc des images de documentaires ou autres qui ont été réutilisés, réappropriés pour mettre des dinosaures avec. C'est le cas notamment pour les plans finaux, hein, c'est-à-dire les lâchers de chevaux avec les Parasaurolophus, ou alors les plans avec les éléphants et les Nasutoceratops, hein, les plans finaux, les plans de baleines aussi, évidemment, avec le Mosasaur. Alors c'est absolument pas culte et épique hein, de finir une œuvre pareille là-dessus, mais c'est parmi les rares plans visuellement intéressants. Donc là aussi, c'est un petit peu feignant, et il n'y a rien de véritablement marquant ou iconique, c'est très terne. La colorimétrie, la photographie, les jeux de caméra, notamment dans le combat final, entre le tyrannosaure, le giganotosaure et le therizinosaure, où il se contente uniquement en fait de faire tourner sa caméra autour des dinosaures, et où ça ressemble déjà énormément à ce qu'il avait fait avec l'Indominus dans le premier, mais en plus en moins bien. Alors il y a certaines séquences qui sont intéressantes, voilà, il y a certaines idées de mise en scène. La mort de Dodson avec les dilophosaures, c'est une idée de mise en scène intéressante. La première apparition du therizinosaure est plutôt efficace aussi dans son gigantisme, son côté accurate paléontologiquement parlant, et sa terreur marquée par l'absence de musique environnante. Ça oblige le spectateur à se sentir au plus proche de la séquence. Ça, j'en ai pas parlé dans la narration, mais apparemment, on nous dit que Biosyn est capable de créer de l'ADN 100% pur, Moros intrepidus, etc. Ça, j'ai envie de vous le dire tout de suite. Le prologue aurait dû être dans le film, et c'est une catastrophe de l'avoir retiré pour 2 raisons. La plupart des références du film par rapport au prologue, si vous avez pas vu le prologue ou vous en rappelez plus, vous allez pas comprendre. Même ne serait-ce que l'introduction, la première du Giganotosaure qui est en train de dormir quand Alan Grant le regarde et où il y a un Moros intrepidus qui est juste à côté, c'est une référence directe à un plan du prologue. Vous l'avez oublié, ce plan-là du coup ne sert à rien. L'iconisation du Giganotosaure est inexistante puisqu'effectivement, malheureusement, on n'a pas cet arc narratif qui permet d'avoir le prologue pour s'en rappeler. Rien que par rapport à son combat avec le T-Rex, comment voulez-vous créer un momentum quand c'est censé être une revanche du prologue qui n'est même pas dans le film? Soit dit en passant, et ce qui est terrible, c'est qu'en termes d'ambiance, de décor, de CGI et même d'intérêt cinématographique, les 2 courts-métrages sont meilleurs que le film. Battle at Big Rock et The Prologue sont qualitativement meilleurs et plus intéressant que Dominion. Il y a un souci. Le T-Rex qui arrive à Biosyn, comme par miracle, alors qu'on n'a pas la scène du drive-in où probablement l'hélicoptère termine par le sédater et le ramener à Biosyn, avec tous les gens qui travaillent aux forces et forêts, etc., justement pour les emmener chez Biosyn, puisqu'on explique quand même dans le film que les dinosaures sont ramenés à Biosyn une fois qu'ils sont récupérés, jugés dangereux sur le continent, donc ça, ok, ça peut avoir son importance. Mais si tu ne mets pas le prologue dans le film, il y a tellement de références et tellement de moments importants dans le scénario qui sont pas étudiés que ça en devient consternant. Alors oui, effectivement, il y a quelques plans qui font la différence. Le T-Rex qui va se passer dans une espèce de fontaine, ou en tout cas dans une espèce d'immense statue qui va rappeler le logo Jurassic Park, ça c'est vrai que c'est plutôt bien trouvé, mais c'est très plat. Globalement, la séquence finale aussi, avec le tyrannosaure, le therizinosaure et le giganotosaure est très plate. Il y a vraiment aucun moment où on ressent ne serait-ce qu'une certaine pression vis-à-vis des personnages. Il n'y a aucun moment où on va être impacté dans cette aventure. Beaucoup de moments gags absolument risibles aussi. Enfin, je veux dire, la scène supposée effrayante du Dilophosaure contre Claire qui se transforme en sketch en 10 secondes. Owen qui met des coups de couteau au Gigano. L'humour qui tombe régulièrement au mauvais moment comme Malcolm et les Dimétrodons. C'est feignant, c'est faible, ça ne raconte pas grand-chose. Là où globalement, c'était ça que j'attendais le plus. Je dois bien reconnaître que l'utilisation des animatronics, même si elle est un peu plus mécanique, qu'elle est moins bonne qu'en 93, mais on n'a pas les mêmes équipes qui travaillent dessus, elle fait quand même le boulot. Notamment sur pas mal de dinosaures où j'avais des doutes, le Dilophosaure. Il y a un animatronique que j'ai trouvé magnifique vis-à-vis du Stygimoloch. Il y en a qui passent un petit peu moins, je trouve que mettre un Dimorphodon, notamment avec tout ce qui va être plumage, etc., c'est pas forcément ce qui a fait de meilleur. D'ailleurs, quitte à reparler du Giganotosaure, les CGI et les animatronics ne sont vraiment pas les meilleurs le concernant, il a pas grand-chose pour lui. Je le trouve très rigide, déjà un peu daté et loin d'être impressionnant. Même chose pour le Pyroraptor,
Velociraptor qui est assez laid visuellement. Dans l'ensemble, c'est satisfaisant, mais ceux-là sont vraiment pas terribles. Et l'utilisation des animatronics est bonne. Pareil au niveau des effets spéciaux. J'ai toujours certains problèmes, mais c'est toujours vis-à-vis des mêmes dinosaures. Et là, je pense que malheureusement, c'est la réalisation de Trevorrow qui pose problème, puisque c'est pas quelque chose que j'avais avec Bayona, c'est vis-à-vis de Blue. Je trouve que les mouvements des Velociraptors et des Atrociraptors sont assez hésitants, sonnent par moments quand même particulièrement faux. De toute façon, ça c'est dans n'importe quel type de long métrage. Les gros plans ou plans rapprochés sur DFX, c'est rarement, voire quasiment jamais une bonne idée. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très bien que Beta soit la plupart du temps en animatronique, parce que sinon malheureusement ça aurait pas pris. C'était déjà le cas dans le premier Jurassic World, je trouvais que les Velociraptors étaient vraiment ce que Trevorrow arrivait le moins bien à filmer par rapport aux images de synthèse. C'est la même chose avec Blue et les Atrociraptors, mais pour tous les autres dinosaures ça reste quand même plutôt élégant, mais le problème malheureusement est ailleurs. Le problème c'est que ça manque de profondeur. Et puis de structure, de fil rouge narrative, ça manque vraiment de beaucoup plus de surprises. À partir du moment où on arrive à Biosyn, c'est vraiment là que le film commence à pêcher énormément. Aller de biome en biome dans tout cet univers pour finalement ne rien en faire à part une séquence, une péripétie, une séquence, une péripétie, une séquence en péripétie, c'est vraiment pas bon. J'ai été particulièrement déçu par exemple, même si c'est en animatronics, de la scène des Dimetrodons, qui n'est absolument pas marquante alors que c'est la première fois qu'on le voit. Le problème c'est qu'au lieu de créer son propre style, on sent que Trevorrow est trop prisonnier de son sujet, et à vouloir faire plaisir aux fans des deux générations, à vouloir faire du Spielberg en mode Indiana Jones de temps à autre, il délivre finalement un film presque sans âme, et c'est terrible pour une conclusion. Les Dilophosaures, vis-à-vis de la mort de Dodson, sont particulièrement pertinents, mais c'est trop peu, et là maintenant on va parler des personnages, et croyez-moi c'est pas terrible non plus. Un bébé raptor? J'ai promis de la ramener à sa mère. Vous avez fait une promesse à un dinosaure. Oui. Pourquoi? Pour conclure sur cette critique donc de Dominion, vis-à-vis des personnages, c'est à peu près la même chose. On oscille soit entre déception de protagonistes pas suffisamment développés et tristesse de ne pas se satisfaire d'une vraie conclusion. Je pense par exemple à Chris Pratt qui passe très nettement au second plan de l'œuvre alors qu'il a toujours su apporter tendresse et poésie. Dommage car il y avait quelques lignes de dialogue intéressantes dans Dominion entre lui, Claire et Maisie sur leur structure familiale assez attachante. Vis-à-vis du retour des anciens personnages, malheureusement c'était un petit peu ce que je craignais. C'est-à-dire que moi j'imaginais un côté un petit peu Avengers où on aurait voilà le thème de Jurassic Park qui revient un petit peu à tort et à travers. C'est plus ou moins ce qu'on a. Alors c'est vrai que passer le côté nostalgique d'être content de les revoir, quand on voit leur utilisation dans le scénario, et surtout que, notamment pour Sattler, Grant et Malcolm, c'est la partie la moins intéressante, malheureusement, du scénario autour duquel ils vont graviter, donc c'est quand même assez terrible. Et puis, on manque, voilà, d'une mort marquante. C'est-à-dire qu'au-delà de séquences abracadabrantesques où on a Malcolm qui va envoyer une espèce de javelot directement dans la gueule d'un giganotosaure, c'est peut-être là qu'il fallait créer un moment marquant, d'autant plus que Malcolm représente un peu la descente aux enfers du film à lui seul dans sa deuxième partie. Si sa première apparition est très intéressante, on devine un homme raccord avec son étude sur la génétique qui tente d'avertir les jeunes, désabusés, qui souhaite remodeler la conscience humaine, qui est lui-même d'ailleurs conscient que le monde court à sa perte avec égoïsme. La deuxième partie sera consternante de bêtises, d'humour sans intérêt et finalement d'une caricature Rambo de lui-même. Goldblum en est réduit à faire du Goldblum dans un nombre de scènes fanservice ou repomper des précédents films incalculables. Quel dommage, on se demande même s'il n'est pas aux antipodes de ses comportements dans Le Monde Perdu et Fallen Kingdom. Je vous jure que si vous aimez et Malcolm et Goldblum, c'est vraiment limite. Parce que là on sent que c'est uniquement du Goldblum qui fait du Goldblum et c'est hyper dommage. C'est hyper dommage parce que vous le savez, hein, moi c'est mon protagoniste favori de la saga. J'attendais qu'une chose, c'était de le voir retrouver Alan, d'avoir peut-être des séquences cultes ou en tout cas des dialogues superbes avec des personnages comme Chris Pratt qui auraient vraiment élevé leur niveau de jeu. On ne connaît pas l'évolution finale des personnages, si ce n'est, voilà, les énièmes choses extrêmement larmoyantes d'Ellie Sattler et Alan Grant qui vont finir par revenir ensemble parce que, voilà, il fallait que ce soit un happy ending très hollywoodien où j'étais complètement contre. Il y a vraiment des segments, notamment vis-à-vis du personnage de Marcy, même globalement dans les relations entre Chris Pratt, Maisie, etc., qui sont pas terminées. Maisie, il y avait tellement mieux à faire narrativement avec elle, ne serait-ce que sur l'idée qu'elle se considère plus entre guillemets, proche des dinosaures que des humains parce qu'elle ne sait pas qui elle est. Elle a été créée, c'est pas vraiment une humaine, on aurait pu travailler ses rapports avec ses deux parents, c'est fait. Mais dans les 20 premières minutes du film, elle se voit aussi beaucoup en bêta, il y a une relation de confiance qui s'installe, où on voit à travers Maisie, Chris Pratt avec Blue dans les opus précédents, etc. Mais c'est beaucoup trop peu. Idem concernant l'iconisation des personnages qui étaient des dinosaures en eux-mêmes. Rexy, Blue qui est complètement absente du film, on y reviendra. Peut-être pareil pour Rexy, qui a un rôle extrêmement minimaliste, même si c'est un dinosaure, c'est quand même la reine de toute la saga, qui n'a aucune scène marquante. Alors il y a une petite référence, on suppose peut-être que c'est les deux T-Rex du monde perdu, puisque des dinosaures de Sorna ont été ramenés justement chez Biosyn, qu'elle va finir par trouver. Alors la vie trouve toujours un chemin, Rexy qui a toujours été seul, qui finit peut-être par se trouver une famille. C'est-à-dire que même avec les dinosaures, ça doit être larmoyant. C'est vrai qu'en termes de traitement narratif, il y a que le personnage de Kayla, le nouveau,
plutôt pertinent parce qu'elle a cette figure un petit peu badass, pas mal de références à l'univers Spielbergien, comme je le disais, Indiana Jones, etc. Il y a beaucoup de Spielberg dans l'œuvre, du sous-Spielberg, mais quand même. Et le personnage de Kayla l'est évidemment, hein, dans ce côté un petit peu fan forte, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était assez percutant. On a un immense sentiment de fanservice, de personnages ramenés pour de mauvaises raisons, et d'énormément de segments caricaturaux, où les personnages deviennent finalement la caricature d'eux-mêmes. Et c'est particulièrement dommage, parce que j'attendais énormément ce film, et ce qui me frustre le plus, c'est que je faisais entièrement confiance à Trevorrow. J'étais convaincu que même si on avait un film qui serait évidemment pas à la hauteur de la réalisation, de la photographie ou de la mise en scène somptueuse qu'est Bayona, enfin je veux dire, je l'ai revu au Grand Rex, chaque plan était millimétré de Juan Antonio Bayona, c'était absolument extraordinaire. Je savais qu'on n'irait pas jusque-là, mais sur un plan vraiment de scénario, de connaissance de l'univers de culture, je pensais que vraiment que Trevorrow n'allait pas se planter et qu'il allait partir dans cette dynamique de cohabitation qui peut possiblement mal terminé pour l'être humain, où la vie retrouverait ses droits, où malheureusement l'être humain allait payer justement la phrase de Jeff Goldblum, on utilise la génétique comme un gosse qui trouve le flingue de son père. Finalement, bah, tout est bien qui finit presque bien dans cette licence. Beaucoup de personnages n'auront pas de conclusion, notamment Omar Sy, notamment Zia aussi, qu'on voit au début de l'univers avec Franklin pour aider Claire et puis qui n'apparaît plus dans le film. Je parlais d'Henry Wu, mais là aussi sa rédemption n'est ni expliquée ou alors trop peu, ni pleinement travaillée. Son attitude et son look jusqu'à sa dernière scène sont presque risibles dans le retournement du personnage. Ça manque de surprise, ça manque de générosité. Et moi, j'y croyais tellement, j'avais tellement envie que ça marche. Je vous jure, quand je suis sorti du Grand Rex, et même au niveau de ma deuxième séance, j'étais particulièrement frustré puisque à peine 2 morts vraiment bienvenus, c'est trop peu. On appréciera la dédicace à Nedry de la mort de Dodson comme une boucle bouclée par les Dilophosaures, mais c'est bien minime. Ça flingue un peu, mais malgré tout, c'était ma dernière critique dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas évidemment à me donner votre point de vue, qu'avez-vous pensé de Jurassic World Dominion. Attention, petite info, les critiques sur YouTube sont terminées, mais je vous incite, je vais le mettre juste en dessous, à aller sur mon Instagram. Toutes les prochaines grosses sorties ou les films coup de cœur, j'en ferai probablement des vidéos IGTV, c'est-à-dire je ferai des vidéos 2-3 minutes pour vous donner mon avis. On commencera sûrement avec Thor, je ferai ça sur Instagram, histoire qu'on garde un petit peu le contact de, voilà, certaines petites critiques rapides des œuvres que j'irai voir au cinéma. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Insta, puisque ça se fera là-dessus. Et puis pour les autres, bon bah évidemment, les interludes, les Valou TV continuent, hein, vous savez, là c'est juste la fin des critiques à chaud. Je voudrais vous remercier de ces 7 ans déjà qu'on aura passé ensemble, puisque bah voilà, l'amour dure 7 ans hein, en général, bah, sur YouTube c'est pareil. Je voulais vous remercier, je voulais vous dire que ça a été une aventure extraordinaire de pouvoir vous offrir ça, et je voudrais quand même, malgré tout, voilà, remercier Colin Trevorrow, Chris Pratt, Steven Spielberg, tous les gens qui ont travaillé évidemment sur Jurassic World, parce que c'est cette saga qui m'a donné envie aujourd'hui d'être face à vous, c'est cette saga qui m'a fait essayer de vous apprendre des choses, c'est cette saga qui m'a fait vibrer, c'est pour elle que je suis allé jusqu'à Paris pour me déplacer pour un marathon, parce que c'était hors de question que je le vois uniquement en Projo Press ou alors tout seul dans mon coin en avant-première, je voulais le vivre avec des fans. L'ambiance du Grand Rex, du marathon a été extraordinaire, ça a été quand même un des plus beaux moments de mon existence, même si la fin n'a pas été à l'auteur des attentes. Je peux vous dire, j'ai pas beaucoup dormi depuis, hein, parce que là, c'est sûr que quand tu y repenses, tu te dis putain, merde. Mais ouais, c'était une immense déception, mais une immense déception parce que j'ai aimé faire ce que je fais, j'ai aimé le faire pour vous, j'ai aimé cette saga, je l'aime toujours autant. Je prévois toujours de faire, voilà, une vidéo sur le sujet qui s'appellera une trilogie presque parfaite. Malheureusement, bah, avec le 3e, elle ne pourra pas l'être, mais ça a été un immense honneur pour moi, en tout cas, de vous faire ces critiques. On se retrouvera pour des sujets plus sérieux, et puisque c'est la dernière, on va reprendre nos bonnes vieilles habitudes. Je vais partir par là en quittant le cadre comme à l'ancienne et vous laisser avec Mando et Boba Fett derrière. C'est pas fabuleux, il va falloir que je me lève. C'était dur quand même, c'était... Au plus jeune âge, on apprend la consommation. On rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...